Radio. Tous les mercredis, 19h-20h. Move te donne la parole. Move des battles. Comme tous les mercredis jusqu'à 20h, on est ensemble, vous êtes avec nous, on est avec vous, ça se passe en toute cordialité, on débat tranquillement, j'ai envie de dire. Comment ça va Camélia ? Très bien, et toi, Tanguy ? Ça va très bien, ce soir on est avec Medine qui est dans l'ascenseur, m'a-t-on dit visiblement, il y a des petites galères à l'ascenseur à Move, on va voir. Il arrive. Medine il a pris ses quartiers à Move, il était là juste avant avec Salma et toute la bande, exactement. Demain il sera chez Sosseux, il était à la matinale, c'est Medine, c'est sa semaine. Medine il est chez lui à Move, et on va parler avec lui d'une notion qui a fait couler pas mal d'encre dans l'histoire, qui fait couler du sang aussi, c'est une notion complexe, qui est celle de l'identité française. Ouais, ce soir on est plutôt en mode débat philosophique et on va s'emparer d'un sujet qui nous a tous donné mal au crâne ces derniers mois, à savoir l'identité nationale. Pendant la campagne présidentielle, c'est un débat qui est revenu à maintes reprises et pas forcément mené par l'extrême droite, non. L'identité, c'est un truc qui fait parler tout le monde et ça vire presque à l'obsession. Il y a certains politiques qui en ont fait leur étendard. Parler du pouvoir d'achat des Français, pourquoi faire ? Parler des étudiants qui crèvent la dalle, pas forcément intéressant. Parler de la planète qui crame, ouais, non, c'est pas forcément la priorité. Non. D'après eux, ce qui est important, c'est de savoir si le voisin d'à côté est français, se sent français et si possible a un prénom français. Bref, c'est le débat de ce soir. Être français, qu'est-ce que ça veut dire ? Outre la définition administrative, est-ce qu'il y a une définition plus symbolique ? Est-ce que ça nous divise ou est-ce que ça nous rassemble ? On en parle avec vous et avec Medine. Un maximum de questions. Medine, ça va ? Ça va très bien, vous. Bah écoute, grand plaisir de toi. T'es chez toi en fait à Move là, t'as pris tes quartiers, il manque plus que la piole et tout va bien. Totalement. Quoi. Si tu veux revoir ton salaire, c'est maintenant. C'est vrai ? C'est avec toi qu'il faut voir ça ? C'est avec moi. Mortel. Bon, on a une heure pour te convaincre, c'est bon. Ouais, on te le disait, tu le sais parce qu'on a choisi le sujet avec toi. On va parler d'identité française, un concept qui a fait couler pas mal d'encre au tout cours de l'histoire, de sang aussi. On revient dans une minute, comme d'hab, on a un petit zapping et après c'est à toi. On compte sur toi. La France compte sur toi pour définir l'identité. Ouf. Je peux changer de sujet ? Ouais, tu fais comme tu veux, c'est toi ici. Pourquoi t'es pas à l'aise avec le sujet ? Non, parce que j'ai vu qu'elle avait fait un lancement de sujet. Mais moi, je voulais parler de la salmonellose dans les Kinder. Eh ben, c'est parfait. Tu parles de ce que tu veux, ça y est. Mais juste, j'ai pas préparé le sujet là-dessus. Mais on connaît tout, nous. On va parler de la salmonellose. Faites attention à la salmonellose. On reste concentré. L'identité française est-elle une salmonellose ? On reste concentré. On arrive dans une minute. Des battles, c'est ton émission. Jusqu'à 20h. Donne ton point de vue. Sur Move. Des battles. Je suis pas made in France quand je vois les étudiants devant le Crous. Le patriotisme, c'est l'amour des siens. Le nationalisme, c'est la haine des autres. J'ai deux amours, mon pays. Donner un prénom étranger à ses enfants qui vont vivre ici en France, c'est leur donner un imaginaire, une histoire, une civilisation étrangère. Mais être aussi d'une autre patrie fait de toi un moins bon patriote. C'est le pays où je vivais, point final. Tu crois que la France pourra le remplacer un jour ? Et oui, je siffle la Marseillaise et je te baise, c'est comme ça. C'est que ce qui a fécondé la France, c'est cette immense idée de l'être humain qui est créateur de sa propre histoire. C'est l'humanisme. Les Français aiment bien écrire à la police. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? Jusqu'à ma mort, je répéterai vive la France. Et je demande à tous ceux qui, comme moi, sont patriotes, de ne plus accepter qu'on crache sur la France. D'accord ? On est tous français. Algérien français, double identité. Je suis un schizophrène de l'humanité. Un beau sujet d'union. Ça serait quelque chose qui pourrait tous nous rassembler. On aime tous l'apéro. Vous, les Français, vous faites vraiment un café de merde. J'ai marché en pensant à la France. Au moment où je suis français, j'aime la France, j'apprends l'histoire de France, je parle le français. Douce France, cher pays de mon enfance. Un jour l'Hexagone se souviendra qu'on est la partie noble. L'ensemble des Français est intéressé à la langue française parce que c'est un des fondements même de notre unité et de notre identité nationale. Mon brouillon, c'est ton prix concours. Parfaitement, pas de pitié, allez en prison. Mauvais français. Qu'est-ce que ça veut dire être français ? Identité française, est-ce que ça existe ? Je pense qu'on a tous une définition différente. On va les confronter ce soir, cette définition, avec Medine, qui est là pour la sortie de son dernier album Made in France, sort vendredi à minuit. On est avec Léo, 26 ans de Sarcelles, Delia, 20 ans de Paris, Myriam, 29 ans du 9-2 et Malo, 20 ans de Nantes. Bienvenue à tous les quatre. Avant de vous donner la parole, on va quand même te poser cette grande question, Medine. Cette large question, tu me fais peur. Est-ce que toi, tu as une définition ? C'est quoi l'identité française pour toi ? Ça veut dire quoi être français ? Moi, j'ai écrit tout un album sur le sujet, donc si vous voulez comprendre ma définition... la réponse de Normand. Je vous dis à minuit 1, vous allez entendre toutes mes identités. Parce que j'ai l'impression qu'on est un peu étriqué dans toutes les propositions qu'on nous fait. C'est-à-dire soit français de cette façon, soit français
de cette façon. Moi, je me suis bricolé un truc parce que j'avais du mal à me retrouver en fait un peu dans toutes les façons qui nous étaient un peu intimées. Et je me suis raccordé à une tradition qui est plus de l'ordre de la francophonie, de l'attachement et de l'enracinement à la langue, à la tradition culturelle des paroliers, de la littérature. C'est la culture au sens large qui me fait vibrer en tant que Français. C'est la culture de la force face à la force de la culture, j'ai envie de te dire. Tu as les bonnes références. On connaît les classiques. Malo, 20 ans de Nantes, est avec nous. Bienvenue sur Move Malo. Salut Malo, bienvenue. Salut tout le monde, On va commencer avec toi. Alors, toi, c'est quoi ta définition ? Qu'est-ce que c'est qu'être français ? Bon, je suis désolée pour la question large, mais c'est le sujet. On commence comme ça, tu vois. On est désolé. Direct comme elle est très plat. Bah écoutez, pour moi, être français, c'est tout simplement, c'est comme dans beaucoup d'autres pays, c'est-à-dire tout simplement tu vis sur le territoire. Tu connais la langue du pays, tu la maîtrises, et t'as aussi quand même t'es à propos de l'histoire de ce pays, qu'est-ce qui s'est passé, comment on est arrivé à connaître aussi la culture de ce pays, qu'est-ce qui fait que pourquoi les gens sont comme ci, comme ça, quelle est leur mentalité un peu. Et voilà. Et toi, Malo, c'est quelque chose que tu revendiques ou c'est pas, tu t'en fais pas un étendard? D'un côté, je trouve ça important quand même comme je disais, ce que j'ai énoncé, je trouve que c'est important. Après, j'en fais pas non plus, c'est pas un truc que je me dis tous les jours, je suis pas là en mode ouais, je suis français, tout machin, c'est quelque chose qui est ancré en moi, mais que je vais pas non plus gueuler sur tous les toits, quoi. Après, dans la notion d'identité, il y a une notion qui va souvent, Medine, je sais pas ce que t'en penses, c'est la notion de fierté. Souvent, on accole à la notion d'identité la notion de fierté. D'où qu'on vient, que ce soit une identité locale, havraise par exemple, pour toi peut-être, l'identité des origines familiales, l'identité même, tu le disais, de rappeur, d'écrivain, de manière de langue, de manière de mots. Il y a toujours une notion de fierté. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire qu'on est français sans être forcément fier de l'histoire de la France ? Je pense que c'est la clé de toute la problématique. Moi, quand on me parle d'identité française, j'ai l'impression de subir un contrôle d'identité, en fait. Je réponds à des questions. On me pose toujours la question. Mais jamais j'ai pris le temps de savoir ce qu'était pour moi être français, enraciné sur son territoire. Donc c'est en réaction. J'ai toujours répondu toute mon adolescence à cette question en réaction. Et jamais j'ai pris le temps mais de quelle façon moi je me sens vraiment français en fait. Et quand je me suis posé et que je me suis raccordé moi-même à la tradition, je me suis senti fier, mais fier par moi-même, pas parce qu'on m'avait fait une petite tape dans le dos en me disant c'est bon, t'es un bon français toi maintenant. Ouais, donc c'est aussi un cheminement personnel, ça rejoint la question de l'identité, quoi. Après, on va accueillir, reste avec nous Malo, Myriam, 29 ans, qui vient du 92. Bienvenue sur Move, Myriam. Salut Myriam, bienvenue. Bonjour tout le monde, bonjour Medine, bonjour l'équipe. Salut. Toi, tu dis Myriam qu'on est trop focalisé sur les détails, c'est-à-dire ça n'a pas d'importance? Alors, au contraire, ça a une importance, mais la question n'est pas là. C'est en fait, pourquoi parlons-nous d'identité nationale si... Comment dire, on ne peut pas obliger l'existence de quelque chose. On est tous différents, on a tous une origine différente et c'est cette multiplicité d'origines qui fait l'identité nationale. Donc pourquoi parler déjà d'identité nationale et pourquoi pas tout simplement, comme on dit, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et c'est là où on voit les rouages du système actuel. Et en fait, cette question d'identité nationale, malheureusement, on peut l'aborder en large, en long et en travers parce que c'est pas qu'une histoire d'origine, de cheminement personnel et de fierté et non plus de culture gastronomique ou de l'art ou de la culture parce que chaque pays a son rayonnement. C'est aussi une acceptation des codes et tout simplement de se dire qu'il ne faut pas se poser la question parce que si on nous pose la question, oui, est-ce que toi tu te sens français, je ne sais pas, en votant pour tel parti, c'est pas un code qui est administré par tous. Donc pourquoi imposer cette identité nationale si à la fois on a la multiplicité du choix dans la vie de tous les jours et que finalement politiquement à la fin on nous restreint. Donc c'est pas logique, il y a une incohérence et c'est ce que je voulais dire, c'est que c'est pas naturel en fait. Mais Dean, t'es d'accord avec ce que dit Myriam? Moi je suis d'accord avec la notion de le président c'est pas la France c'est pas le président en fait. De distinguer qu'il y a la population qui peut se raccorder à la tradition française par différentes voies. On peut se sentir vibrer français à travers la gastronomie française. On peut se sentir vibrer français à travers le sport, à travers la langue, à travers la musique française. Et en fait, chacun a sa porte d'entrée pour se ressentir français. Mais quand on vient
nous intimer d'être français uniquement de cette façon, en connaissant les paroles de la Marseillaise, en représentant, je sais pas, en célébrant, en honorant la mémoire de certaines personnes historiques, etc. C'est là que ça devient complexe en fait. C'est là que ça devient compliqué. Je crois que le vrai problème, c'est que la notion d'identité a été longtemps associée et réappropriée par l'extrême droite en fait. Bien sûr. Et du coup, on n'avait pas la place de pouvoir s'exprimer dans cette discussion, et même quand n'importe qui ou la légitimité même. Ou la légitimité, et quand n'importe qui s'exprime sur le sujet, en fait, on a l'impression qu'il n'est pas légitime de s'exprimer sur ça. Et aujourd'hui, il faut mesurer l'ampleur de la présence de la jeunesse, des quartiers populaires, des gens issus de l'immigration, qu'ils sont totalement légitimes à pouvoir s'exprimer sur ces questions. Mais de toute façon, c'est ouf parce que tu as dit le maître mot qui est le mot immigration, parce qu'en fait, quand on parle d'identité nationale, il faut juste savoir d'où ça vient, le concept, pourquoi ça a été remis au goût du jour. C'est un terme qui est apparu dans le débat en France au début des années 80, et en réaction à la perte d'influence de la France dans le monde. Et en fait, ça s'est fait autour de la langue. Donc ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. L'idée à l'époque, c'était de dire, ouais, il y a trop d'anglicisme. Au lieu de dire pacemaker, on devrait dire rythmeur cardiaque et compagnie. Il faut se réapproprier la langue. Donc ça vient d'une notion de langue linguistique à la base. Après, évidemment, ça a coïncidé avec l'apparition du FN en fait à grande échelle sur la scène politique. Après en 2002, il y avait eu Jean-Marie Le Pen au deuxième tour, et en 2007, Sarkozy a créé ce fameux ministère de l'immigration nationale et de l'identité nationale, où là il y avait Éric Besson qui était parti partout en France en 2009 faire des débats sur ce que c'était que l'identité. Ils avaient lié ça à l'immigration. Mais c'est vrai qu'il y a aussi, c'est peut-être un problème, j'ai l'impression. Franco-français, ce truc d'identité française. Si tu regardes aux States, en gros, tu vas avoir des révoltes sociales, tu vas avoir la question raciale qui est très présente, mais ça ne remet pas en question l'identité américaine, qui va être pour les ricains l'American Dream, tu vois, tout le monde peut réussir. En France, on a vraiment ce truc de redéfinir en permanence l'identité française. Pourquoi, tu vois, est-ce qu'il y a... Enfin, je ne sais pas d'où ça vient, ça. Et puis, comme tu l'as dit, on se redéfinit par rapport à une menace. Et en fait, c'est la mauvaise porte d'entrée, en fait. Venez, on se redéfinit par rapport à quelque chose qui nous raccorde à une tradition, quelque chose qui célèbre l'authenticité, l'histoire, la philosophie, et non pas en réaction à une menace. La porte d'entrée, c'est déjà la mauvaise porte selon moi. On accueille Delia ? Accueillons Delia. Salut Delia. Salut. Alors toi, tu as 20 ans, tu viens de Paris, et ce que tu nous dis, c'est que tu as une culture mixte et que tu penses que c'est ça la France d'aujourd'hui. Oui, exactement. Comme vous l'avez dit, c'est l'immigration qui fait la force de la France aujourd'hui. On peut pas mettre ça de côté. Et le problème, c'est que l'identité française, elle est revendiquée par des partis plutôt d'extrême droite, donc ils vont associer les Français à une catégorie selon eux, alors que du fait de la mixité et de l'histoire de France, on peut pas suivre cette définition qui englobe pas tous les citoyens et citoyennes françaises. Et justement, il y a l'Ipsos qui a sorti une enquête en 2019 sur qu'est-ce que c'est qu'être français. Et pour 63% des Français, être français, c'est être attaché aux valeurs de la République, donc liberté, égalité, fraternité. Avoir la nationalité française à 33%, partager un mode de vie à 33% également, parler une langue commune à 28% et se sentir héritier de l'histoire de France à 24%. Par contre, il y a un Français sur deux qui pense que ces valeurs ne sont pas appliquées, qu'elles ne sont pas du tout appliquées. Et surtout, il y a un Français sur deux qui pense que ce qui nous sépare est plus fort que ce qui nous rassemble. Mais après ça, c'est pas forcément faux, cette idée que ce qui nous sépare est plus fort que ce qui nous rassemble. Et je pense que c'est peut-être un truc qu'on peut regarder dans les yeux. Parce que tu disais, Medine, voilà, faut aussi se raccrocher à une tradition. Et tu sais, en France, la notion de nation, elle est basée sur la définition d'Ernest Renan à la fin du 9e siècle, qui disait en gros la nation, c'est deux choses. C'est un passé que les gens ont en commun. Un passé donc qui est tout un ensemble de traditions, de sacrifices, de machins, qui est glorieux à exalter, ou pas, ça après on peut le débattre, et sur un présent. Ce présent, c'est ce qu'on a envie d'avancer ensemble. Et peut-être que cette définition qui date de la fin du 19e, on pourrait aussi la rebooter, la remettre au goût du jour. Et deux, si on regarde, ça le pose deux questions. Est-ce qu'on a envie d'avancer ensemble, parce qu'ensemble, quand tu regardes comme la France est divisée, t'as qu'à voir les résultats du deuxième tour. Et même si on regarde avant, quand tu disais se raccorder à une tradition,
ou un passé, on n'a pas tous le même passé, on n'est pas tous du même côté de l'histoire. Enfin, nous si, parce qu'on est des descendants, on va être des descendants d'immigrés, des descendants de colons, même si, moi, je pense pas que mes arrière-grands-parents étaient des colons à proprement parler, mais ils étaient de ce côté-là de l'histoire, alors que les tiens étaient d'un autre côté. Pourtant, toi et moi, on est français. Je pense qu'on a un ensemble de valeurs qui sont communes, on peut s'asseoir autour d'une table, parler et kiffer, mais malgré ça, si on se réfère au passé, il y a quand même un truc qui nous, je sais pas si sépare le mot, mais tu vois ce que je veux dire, il y a un truc qui nous dissocie, ouais. Et la question c'est, on a l'air de personnes plutôt intelligentes, je pense qu'il n'y aura pas de souci là-dessus, mais si tu attaches vraiment de l'importance à ça, comment tu fais pour passer par-dessus, tu vois ce que je veux dire? Le problème, c'est les générations précédentes qui ne se sont pas réconciliées, en fait. Réconciliées, qui n'ont pas ouvert les vrais dossiers pour pouvoir faire la paix. Et c'est ça le vrai problème, c'est qu'on paye les pots cassés des générations précédentes qui n'ont pas pris leurs responsabilités. Et quand je dis les générations précédentes, je parle des gouvernements successifs surtout. Des gens qui auraient dû affronter l'histoire yeux dans les yeux et de parler de la colonisation, des guerres de décolonisation, dans quel contexte ça s'est passé, de l'esclavage, et quelle est la part de responsabilité, quelle est la part de réparation, de reconnaissance et d'indemnisation, parce que vraisemblablement c'est ce qui pose problème en fait. S'il y a reconnaissance de certains crimes, eh bien il y a indemnisation et ça pose encore vraisemblablement problème. C'est ça en fait ce qui crée de la dissension aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas eu les bons débats dans la bonne temporalité. Et toi justement Médine, est-ce que tu penses qu'il n'y a pas une dynamique de cette génération à affronter les choses en face? Est-ce que c'est pas propre à... Je crois qu'on est prêt en fait. Je crois vraiment qu'on est prêt, que les ultras de chaque côté de la Méditerranée disparaissent, s'effacent un peu de la discussion parce qu'ils n'ont plus les capacités physiques de tenir des longs débats et des longs combats. Je crois qu'on commence à faire face à des gens raisonnables qui peuvent dialoguer, qui peuvent s'asseoir autour d'une table et qui peuvent dire bon vas-y, on ouvre les dossiers qui fâchent et puis chacun prend sa part et puis on avance. J'ai cette impression-là. On va accueillir Léo, 26 ans de Sarcelles, pour avancer dans le débat. Bienvenue sur Move, Léo. Salut Léo. Alors toi Léo, tu dis que ça dépend des sujets, tu voulais introduire le sujet de la religion notamment. Oui, parce que pour moi c'est un problème au niveau... En fait c'est ce qui crée comme on disait, les partis extrémistes jouent là-dessus pour séparer et diviser encore plus la population française, alors qu'on est un pays mixte et que chacun devrait faire ce qu'il veut. C'est un pays laïque. Et à chaque fois, on revient là-dessus et on joue là-dessus pour augmenter le racisme et éviter que le pays évolue dans le bon sens. Donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mixité, elle se fait au niveau de la population, mais elle se fait pas au niveau des élites. C'est ça? C'est ça. En gros, les élites, elles bloquent tout pour que la mixité se fasse pas au niveau du pays. Toi, tu penses, Médine, que la religion... Enfin, après, tu as beaucoup parlé de ce sujet, notamment même à l'époque de Don't Laïque. C'est... pourquoi en France il y a une grande question. Ça me fait trop rire parce que tu dis mais pourquoi la France elle est comme ça? Non mais c'est vrai, il y a pourquoi on a ce problème là? Est-ce que toi tu penses qu'on a évolué, d'ailleurs même depuis, je crois que c'était 2015 donc laïque, est-ce que même depuis où tu t'es pris des volets parce que ce que tu critiquais à l'époque c'était les dérives de la laïcité. Les dérives exactement de la laïcité, qui, on le rappelle, comme la laïcité est un principe qui doit te permettre en tant qu'individu de pratiquer ta religion dans la plus grande liberté. Et justement tu parlais des laïcards et du laïcisme, et toi ce que tu brocardais c'était de dire en gros bah voilà, le laïcisme est un extrémisme. Est-ce que tu penses déjà qu'il y a eu du mieux là-dessus? Est-ce que tu penses que la France a accepté cette idée de qu'il y a différentes religions et qu'on est revenu à une définition un peu plus conforme à la laïcité, et aussi pourquoi ça pose toujours problème chez nous, tu vois? En fait, on est dans une impasse parce qu'on n'a pas fait une chose, c'est d'appliquer la laïcité strictement. C'est pour ça qu'on est dans une impasse. La laïcité, c'est précisément ce qui permet d'exercer son culte et de l'organiser publiquement. Ça n'est pas d'effacer les foi, ça n'est pas d'effacer les religions, les signes ostentatoires. C'est pas ça la laïcité. Donc si on appliquait au sens de la lettre stricte la laïcité depuis longtemps, on ne serait pas dans ces problématiques. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui manipulent la laïcité pour exclure une partie de la population, exclure des gens avec qui ils ne sont pas d'accord, avec des foi qu'ils ne peuvent tolérer, qui pensent qu'elles ne rentreront jamais en fait en partenariat avec les valeurs de la République.
Du coup, c'est ça qui pose problème. C'est les démons de la laïcité qui posent problème. Ça n'est pas la laïcité. La laïcité, c'est clair, c'est précis, c'est posé sur un papier, et si jamais on l'appliquait au sens strict, on n'aurait pas tous ces problématiques. Après, on pourrait aussi se dire que la laïcité, c'est quelque chose qu'on peut questionner, qu'on peut regarder dans les yeux, et de toute façon, le propre du débat, c'est ça, et dire est-ce que c'est un bon principe ? Parce que la laïcité, c'est un truc français. Si on regarde les pays anglo-saxons, par exemple, il n'y a pas ça. Les pays anglo-saxons, l'idée, c'est de dire... ok, on est multiculturel, chacun a son culte, tout le monde fait ce qu'il veut. Et ça crée du communautarisme. Exactement. Voilà, et c'est ce que la France veut précisément éviter. Bien sûr qu'on peut questionner le rôle de la laïcité aujourd'hui, mais si à proprement dit, on a déjà en fait les moyens juridiques de faire appliquer pour organiser la vie dans la société des différentes la communauté. Pourquoi on commence pas par le commencement à se saisir de qu'est-ce qu'est vraiment la laïcité, qui est soumis au principe de laïcité, qui n'y est pas soumis. En fait, réorganiser cette discussion-là, ce serait déjà le commencement, avant de laisser parler des gens qui commentent le truc juste pour exclure au final. Après, pour le coup, il faut avoir, je sais pas laquelle, mais il faut avoir la foi pour réorganiser cette discussion-là de manière claire, quoi. Non, mais regarde, on l'a en bonne intelligence. Oui, mais après, nous, on n'est pas aux manettes, tu vois. Je pense qu'on amène l'eau au moulin, mais bon, j'ai l'impression d'une métaphore chelou sur un moulin, tu vois. Mais bon, voilà, quoi. T'as compris ce que je veux dire. T'es pas d'accord avec ce que tu entends ? Alors réagis. Appelle maintenant au 01 45 24 20 20. 01 45 24 20 20. Télé Battle. Et vous avez Snap aussi pour agir, le compte Move Radio. Le standard a pété, Medine. Il y a trop de gens qui ont appelé. Il a littéralement pété. C'est un sujet qui intéresse, c'est bien. Ça veut dire que là, on est en train de le bricoler pour le remettre en marche. Donc, continuez à kicker. Vous avez Snap aussi. T'es avec nous, Medine, parce que tu t'installes à Move depuis hier, quasiment toute la semaine. Et on parle d'un concept qui a fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de sang, qui est celui d'identité française, qui est un concept que tu développes dans Made in France, ton prochain album qui sort jeudi à minuit. C'est aussi une question qui traverse toute ton œuvre, l'identité française. Être français, on l'a déjà dit, il y a 1000 réponses. Est-ce que c'est pas aussi lié, tu vois, cette question de l'identité à pour tous, hein, chacun de nous, à une histoire personnelle, familiale? J'ai l'impression que c'est aussi une porte d'entrée, en fait. Moi, j'ai tellement été intimé par des institutions, par des gens qui sont censés représenter l'autorité, des professeurs, des sous-préfets, ce que tu veux. J'ai tellement été intimé et obligé de répondre à un QCM pour me catégoriser qu'aujourd'hui, en fait, j'ai tellement peur de dire c'est ça l'identité française, c'est comme ça qu'il faut se sentir français, c'est comme ça là qu'on vibre. J'ai l'impression que, comme tu dis, chacun a son rapport. Moi, je m'enracine dans mon territoire normand, par exemple. Je me sens français parce que j'ai des repères en Normandie. J'aime la digue nord du Havre. J'aime la tradition syndicaliste de cette ville. J'aime comment elle réagit dans les mouvements sociaux. J'aime la forêt de Montjon. Tu vois, j'ai des repères en fait qui me permettent de m'enraciner sur mon territoire et de me sentir peut-être même plus normand que français. Bah, bien sûr, ouais. Et je sais pas si j'ai le droit, tu vois. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est clair. De ouf. Bah après, de toute façon, un enracinement, c'est toujours local. Moi, tu connais mon amour pour Lyon, il va nous faire sa propagande encore. Qui est ma ville aussi, ouais. Mais tu vois, je vois ce que tu veux dire. Moi, je me sens beaucoup plus lyonnais que français, pour un milliard de raisons. Mais je crois que les mecs du Nevada se sentent plus mecs du Nevada que ricains, ouais. Ouais, j'ai l'impression. Mais c'est peut-être aussi après. Moi, je me sens comme une meuf du 9-4 plutôt que française. Genre, c'est mon département avant tout. Mais c'est ta porte, c'est notre porte d'entrée. C'est des portes d'entrée, ouais. Mais après aussi, tu vois, parce que tu lançais le mot communautarisme tout à l'heure. Est-ce que l'identité française, même si j'allais dire un gros mot qui est patriotisme, si tu changes d'échelle, c'est du communautarisme. Si tu te mets à l'échelle mondiale le patriotisme. Non, mais tu vois, du coup, on s'en sort jamais en fait. Ouais, on s'en sort pas. Mais tu sais, le rap a ce réflexe-là aussi. Par exemple, on commence par name dropper le nom de son pâté de maison, puis après, c'est le nom de son quartier, le nom de sa ville, le nom. Mais c'est là que ça pose problème. Qui name drop le nom de la France en fait? DJ First Mike qui dit la France au rap français. Voilà. Ça c'est First Mike ça qui dit ça. Bon après j'ai beaucoup entendu dire ça et l'afficher mais... Déjà c'est Passy et il va rendre le copyright à Passy. Merci. La super jury éclate enfin. Déjà. Ça déclare là. Moi j'ai un titre qui s'appelle La France au rap français, donc c'est le patrimoine populaire.
Voilà, ça n'appartient pas à Force Petite Mike. perche tendue pour que Mike se fasse taper dessus. Il va être dans la sauce. Pascal Sevran aussi, je pense, on peut le mettre dans la sauce. Mais de toute façon, les deux en général, quand il y en a un, il y en a l'autre. Tout ça pour dire que même dans le rap, en fait, on voit ce mécanisme de, à un moment donné, on se raccorde à nos endroits de vie géographiques, à nos quartiers, à nos villes, à nos régions, et on a du mal à se projeter en fait sur le territoire français. Mais c'est pour ça que, est-ce qu'aussi, tu vois, je sors peut-être un peu du sujet, mais comment dire, l'identité d'un pays, est-ce que ça a un sens? Tu vois, l'amour d'un pays, quel qu'il soit, que ce soit la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Cambodge, l'Algérie, la France, est-ce que c'est pas parce que tu vois, un pays, c'est quoi? C'est des frontières arbitraires. Alors, qui ont aussi une histoire. Si on prend les frontières africaines, par exemple, telles qu'elles sont aujourd'hui, c'est des frontières qui ont été définies par les colons. Si on prend les frontières françaises, moi, ça me fait halluciner de me dire qu'à une bataille près, la Savoie était italienne et pas française. Et pourtant, il y a une... Enfin, tu vois, tout est arbitraire, en fait. Il y a un côté un peu factice. Alors, comme tu dis, sur le local, on est peut-être plus ancré dans un truc qui est réel, qui nous parle. Et j'ai l'impression que ça parle à tout le monde, en fait, ce truc-là. C'est pas un truc de mec de banlieue. Je crois que dans la ruralité, les gens aussi vibrent à travers leur campagne, vibrent à travers ce que eux vivent à travers le terrain agricole et qui ont une autre sensibilité pour s'enraciner. Et de ne pas être dans un truc un peu approximatif de grands concepts dont on ne vit pas la réalité en fait. On continue le débat avec Mathis. Mathis, tu as 23 ans, tu viens de Tours, bienvenue. Oui, merci. Salut tout le monde. Ouais, ça va très bien. Mathis, toi, tu voulais revenir sur le concept de laïcité. Ouais, tout à fait. J'étais super d'accord avec ce que disait Medine. En effet, je pense qu'il faut revoir le principe du départ, que tout le monde puisse pratiquer ce qu'il pense, tout en restant. Je voulais rebondir aussi sur tout ce qui était déclaration de droits de l'homme, des citoyens, tout ça, que tout le monde naissait égaux, libres, en droit, tout en respectant l'autre individu, tout simplement. Donc je vois pas pourquoi on devrait avoir des limites sur ce qu'on peut ou ne pas faire tant que ça n'empêche pas les autres personnes. Moi je sais que ça me dérangerait absolument pas de voir les gens pratiquer, comme tu disais, en public. Moi ça me poserait aucun problème et je vois pas pourquoi ça dérange les autres puisque et dans l'extrême, ça ne perturbe pas notre façon de vivre. Et c'est pas ça qui va faire que le pays va être moins bien ou quoi. Et puis pareil, le principe de excusez-moi, j'arrive pas à le dire. Multiculture. Voilà, c'est ça. Faut le respecter, faut en être fier. Ça c'est notre force. Enfin, je trouve qu'il n'y a rien de plus intéressant que de rencontrer des gens qui ont une histoire différente de la nôtre en termes d'expérience seule. Mais aussi en termes de religion, de façon de penser, d'échanger, c'est important, tout en restant dans le respect, tout simplement. Voilà, ne pas aller dénigrer les autres, les religions, les régions. Ça englobe un peu tout en fait. C'est surtout ça. Et en revenant un peu dans la question de base, pour moi, je suis d'accord de nouveau avec Medine sur le fait que on se retrouve dans la France dans tout en fait, tout ce qui la compose, musique, gastronomie, tout ça, et dans l'ensemble, voilà, tout en restant dans le respect des autres, on peut aimer la France, quoi. Tu vois ce que je trouve, j'ai une réflexion qui me vient quand tu parles, Mathis, c'est que ça rejoint ce que tu disais, Medine, tout à l'heure sur le rap qui revendique un truc ou pas. C'est globalement, il y a quand même un truc de, tu vois, moi je me rends compte que je suis pas du tout chauvin, je me sens assez peu français globalement, ce que je disais tout à l'heure, même si. Attention, tu vas être dans la sauce, hein. Je suis né dans la sauce. Non mais tu vois, et moi par exemple, je suis, tu sais, je suis né dans le punk, le métal, c'est un truc qui m'a aussi vachement construit. Ça se voit sur ta veste. Et mine de rien, et dans la tête, mais ça peut pas se voir, tu vois. Mais et du coup, il y a un truc où sur ce sujet-là, je suis hyper chauvin. Et je vais te dire que t'as plein de groupes de grindcore, de death metal, de doom, de sludge français qui déchirent et qui sont plus forts que les groupes ricains qui trustent le haut de l'affiche. Dans le rap, il y a aussi ça. Il y a aussi cette idée de dire voilà, on a créé des tendances, tu vois, et on en est fiers. Que ce soit des particularismes français comme des lyricistes comme toi, que ce soit des groupes comme PNL qui existent nulle part ailleurs, que ce soit l'afro-trap, tu vois, qui est quand même né ici. Il y a des trucs qu'on peut. Et je trouve que c'est marrant parce que quand on parle dans la culture, le chauvinisme, t'as l'impression qu'il est pas, pour reprendre certaines des paroles, il est exacerbé, mais il est pas basé sur la haine des autres, il est plus basé sur l'amour des siens. D'accord. Alors que si on est sur un truc autre, ça va être plus, enfin c'est bizarre ça. Je suis grave d'accord. Moi j'ai une phase, je dis la musique est mondiale,
mais l'écriture est française. Mais ça, c'est bizarre quand même, du coup, tu vois. Et je l'ai emprunté à Paul Bocuse. Grand Lyonnais, Paul Bocuse. Voilà, SO Big Up, qui disait la gastronomie est internationale, mais la pâtisserie est française. Et c'est vrai, quand tu vas partout dans le monde. En fait, là où est-ce que moi je me suis aussi reconnu et ressenti encore plus français, c'est avec les défauts du français. Et je termine le morceau Made in France comme ça. Quand la France est défigurée, quand la France perd sa beauté, elle défigure les autres. Et j'ai rien trouvé d'autre qu'un défaut pour me raccorder aussi à la France. Et quand tu vas à l'étranger, les pâtisseries, elles sont dégueulasses. Ah, sont las-deg. Oh non, las-deg. Les croissants, ils sont tous secs. Je sais pas, dans les pays genre germaniques où il y a quand même des trucs. Si. C'est dur, hein, les bretzels. Hein. Sinon, les pâtisseries arabes. Oh, c'est sucré, hein. Une pâtisserie, c'est sucré de base. Ouais, mais non, mais après, il y a de l'orfèvre ici. Non, c'est ici, il y a des orfèvres, bien sûr, oui. Ouais, c'est vraiment... Moi, je suis assez d'accord avec le credo, la gastronomie est mondiale, mais la pâtisserie est française. On accueille Mams. Accueillons Mams. Salut Mams. Salut. Salut tout le monde. Salut. Alors, qu'est-ce que tu voulais nous dire, toi, ce soir, Mams, sur ce sujet ? Par rapport à ce sujet, moi, quand on me pose la question, est-ce que tu te sens français ? Moi, ça me fait rire, parce que moi, j'ai mon grand-père qui a combattu pour la France. Et c'est un peu ça qui l'a tué, on va dire, après la guerre, en fait. Parce qu'il est devenu fou et... Bref. Et le truc, c'est que moi qui travaille sur les chantiers, donc le chantier, on est amené à rencontrer plusieurs ethnies, on va dire, plusieurs... origines, plusieurs nationalités, bien sûr, ouais. Voilà, donc il y a beaucoup de racisme. Et ça, on le voit. Et donc, du coup, quand on a ce débat, je me mets à l'aise, parce que moi, je leur dis à chaque fois, je fais écouter. C'est simple. La France, sans l'Afrique, aujourd'hui, Paris, ce ne sera pas Paris, ce sera Berlin. Ou autre. Donc, c'est pour ça que moi, comme j'ai dit, aujourd'hui, je me sens français. Je me sens français d'une par rapport à mon grand-père, ce qu'il a fait pour la France. Mais aujourd'hui, je me sens français, pourquoi ? Parce que je suis né en France. J'ai eu la chance de naître en France. Moi, je vois mes cousins qui sont au bled, qui font tout pour venir en France. Ils ne peuvent pas venir en France, pourquoi ? Parce que là-bas, ils galèrent. Nous, on a l'opportunité. Aujourd'hui, on a la chance, parce qu'aujourd'hui, maintenant, j'étais un simple maçon. Aujourd'hui, je suis passé cadre dans les travaux publics. J'allais dire la même. Ouais, mais ça, Mams, tu le dois pas forcément à la France, tu le dois à toi aussi. Tu vois ce que je veux dire ? Je le dois à la France, mais le truc que je veux dire, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, tu vois, on a des chances, on a des choses ici en France qu'on n'a pas. Aujourd'hui, tu t'arrêtes. Tu te mets en arrêt maladie, t'es payé. Tu vas t'arrêter au bled. En fait, ça, c'est pas l'identité. Là, on n'est pas dans l'identité, on est dans les avantages sociaux et des combats qui ont été menés, les acquis sociaux qui ont été menés. Voilà, donc dans l'identité, c'est clair que dès qu'on me regarde, on dit, c'est pas ce qu'on re-questionne là. Et toi, mais justement, par rapport à l'identité, Mams, tu disais que toi, on te disait que tu étais un Français de papier. C'est quelque chose qu'on t'a déjà dit frontalement ? Mais on me l'a dit clairement en face. On m'a dit ouais, mais toi t'es un Français de papier. J'ai dit écoute, certes, je suis un Français de papier, mes parents sont sénégalais. Ok, je suis né en France. Ok, je te sors ma pièce d'identité. Mais comment tu réagis toi quand on te dit ça quand même ? Moi j'en rigole. Aujourd'hui, je dis la vérité, c'est quoi ? J'ai vu tellement de choses, surtout dans les travaux publics, j'ai vu tellement de racisme qu'aujourd'hui, tu vois, même j'en rigole. Parce que s'énerver, ça sert à rien. Se battre, ça sert à rien. C'est-à-dire que autant rigoler et leur répondre d'une manière intelligente qui va plus les énerver eux. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, bien sûr, ouais. Donc ça sert à rien d'aller à la fond. Arrive un moment, ça y est, on a passé l'âge. Donc, du coup, moi, je préfère rigoler, leur dire les choses concrètement, jusqu'à qu'il y en a un, il a été sur Internet pour voir, il m'a dit, ouais, effectivement, ouais, t'as raison. Je dis, ben voilà. Ah ouais, on vérifie carrément si... Après, tu vois, la notion d'identité, c'est marrant parce que tu parles de carte d'identité, c'est aussi au cœur de... Enfin, tu vois, c'est même la pochette de ton album, Made in, quoi. Il y a ce truc, depuis tout à l'heure, on parle d'identité, mais là, même, tu nous remets aussi sur Terre en disant, voilà, c'est pas qu'un débat où bah, c'est pas que de la branlette intellectuelle ou symbolique, c'est aussi un truc concret. Et en fait, ça se manifeste par, en effet, ce que tu dis, tu vois, des acquis sociaux, des droits, et voilà, une identité aussi administrative. Juste, il y a pas mal de messages sur Snap, il y a notamment Letoms qui parle de la Marseillaise et qui dit, je suis d'accord avec ce que disait Made in sur la Marseillaise, et j'irais même plus loin, moi je la
siffle et je me sens français. Tu vois, ça pose aussi cette question, je trouve, des symboles. Parce qu'un pays, bon, en l'occurrence la France, c'est quoi ? C'est aussi c'est un drapeau, c'est bleu, blanc, rouge. Pourquoi bleu et rouge, c'était les couleurs de Paris et blanc, la couleur de la royauté. Donc c'est cette histoire d'assimiler les deux et d'en faire un drapeau. La Marseillaise, je rappelle quand même l'histoire de la Marseillaise, qui est la première mixtape de France. Non, il faut le savoir. Elle a été composée par Rouget de Lille en 1792. C'est quand les fédérés marseillais montaient à Paris. Et en fait, partout en France, ça a essaimé. Ils chantaient le chant, ça a été repris. C'est une chanson de la rue, en fait, la Marseillaise. Il y a 17 couplets. C'est un vrai délire, la Marseillaise. Je dis pas qu'elle colle à l'identité française d'aujourd'hui, mais en tout cas, il y a un délire. Tu vois, cette question, plus sérieusement, des symboles, de pouvoir siffler la Marseillaise, est-ce que l'identité française, elle passe pas aussi par ça, tu vois, le fait de remettre en permanence en question ces symboles. Je me souviens notamment de la dégradation. Je fais un tunnel là, tu m'as jeté un regard Camélia en mode Tanguy fait un tunnel, désolé. Abrège. Mais tu sais, le truc plein d'idées, des gilets jaunes où ils avaient saccagé l'Arc de Triomphe. Moi, je me souviens, tout le monde en parlait en disant ouais, c'est un scandale. On a l'impression que c'était une icône religieuse qui avait été profanée. C'était presque ça d'ailleurs. Mais en fait, tant mieux, les symboles, c'est fait pour ça aussi. L'identité, elle doit se baser sur le fait qu'on questionne ces symboles et qu'on peut les souiller, les salir. C'est fait pour ça un symbole, non ? Bah, ça, c'est ton côté punk qui parle. Non, mais je pose la question, tu vois. Et je crois que toi, tu as toute la légitimité de pouvoir le dire. Nous, on a moins la légitimité de pouvoir le dire et de re-questionner ces symboles-là. Pourquoi ? Parce qu'il y a une vraie différence entre la personne racisée qui donne son avis sur le symbole et comment il ne se retrouve pas dans le symbole, et la personne qui est non racisée qui dit mais moi je me revendique pas de la tradition française à travers ce symbole-là. J'ai une autre façon de le faire. Moi, si je ne le fais pas, c'est remarqué. Comme un joueur de foot qui ne chante pas les paroles de la Marseillaise. Comme Benzema qui ne chante pas les paroles de la Marseillaise. C'est plus remarqué. C'est davantage remarqué, c'est souligné. Ça fait les choux gras de la presse le lendemain. Ce qui est intéressant, c'est pas de savoir est-ce que ce symbole-là doit être re-questionné ou pas. Ce qui est intéressant de savoir, c'est le regard que les gens portent sur les personnes issues de l'immigration qui se raccordent ou non à ces symboles-là. C'est ça qui est intéressant de questionner. Pourquoi Platini, il y a moins de bordel que Benzema ? Ça, c'est intéressant de le savoir. Parce que Benzema est lyonnais et la France déteste Lyon, c'est pour ça. J'ai une petite question. Medine, en 2012, tu avais fait une interview pour le Bondi Blog, donc ça date, où tu parlais justement de cette complexité quand on a la double nationalité, quand on est tiraillé entre deux identités. Et on t'avait demandé si tu te sentais plus français qu'algérien ou inversement. Et toi, tu avais répondu, je cite, « Je vais pas vous mentir, je me sens clairement plus français qu'algérien parce que toute mon histoire est en France. J'y ai grandi. De l'Algérie, je n'ai vu que ce qu'on m'a raconté, ce que j'ai lu dans les livres ou vu dans les documentaires. » Moi, j'ai une question. 10 ans après, est-ce que tu aurais la même réponse ? Et je vais même te sortir un article qui date de 2005 que je viens de recevoir. Donc, bouge pas. Je vais te sortir ce que je disais déjà. Il date de quand l'article du 2012. De 2012. Bon, moi, je vais te sortir un article qui date de 2005. Bouge pas, je viens de le toucher. Il y a un combat d'articles, parce que moi j'ai un truc à sortir après aussi. 2003 On croirait Marine Le Pen sur le premier débat en 2017. Voilà, qui sort ses petits tweets. Ses tweets Moi j'ai du 2012, moi. Alors écoute, on est en 2005 et voilà ce que je dis. Mon histoire est en France, pas en Algérie. Ma maison, je veux la construire ici. Ça, c'est en 2005. C'est une vraie rupture avec le discours en général du rap, qui est très en rupture, qui parle de s'évader, de partir, de quitter la France à un moment donné. C'est déjà un discours en 2005 que je retiens là en 2012 et que je peux retenir aussi en 2022. Pourquoi ? Parce que j'ai trouvé, moi, ma porte d'entrée, mon astuce qui passe beaucoup par la culture française, qui passe par mon attachement à mon territoire qui est la Normandie, là où est-ce que j'y ai toute ma famille. Donc je peux aisément, moi, redire ce que j'ai dit en 2012 et ce que j'ai dit en 2005. Maintenant, ça m'intéresse beaucoup de re-questionner ceux qui portent un regard sur ma liberté d'expression, mon culte, mon appartenance ethnique, religieuse, sociale. C'est ça qui m'intéresse, de savoir quelle est leur élasticité à eux, quelle est l'élasticité des politiques, l'élasticité de certains éditorialistes. C'est mon travail, c'est ce que j'aime faire. Et j'ai pas besoin d'une tape dans le dos, d'une autorisation pour pouvoir être français. J'ai trouvé ma technique moi-même, je la partage dans un album, dans des discussions là comme celle-ci, mais je vais sûrement pas rougir d'avoir trouvé moi-même cette stratégie. Et après, il y a aussi, tu vois,
cette élasticité, t'as vu, je l'ai dit d'un seul coup. Tu l'as bien dit, mais ça se voit que t'étais gainé. Franchement, en plus, ça marchait. T'étais gainé. Élasticité. Cette élasticité. À toi. Élasticité. Oh, tu l'as passé nickel. D'habitude, Non, mais tu vois, bégaye. cette élasticité des politiques ou même des éditorialistes, comme tu dis, elle est aussi liée. Enfin, peut-être vous n'allez pas être d'accord, mais à une génération. Moi, je me dis que la génération qui arrive, elle va être beaucoup plus élastique parce que ça fait partie de ses codes. La France, c'est le pays, il faut le savoir, c'est un des pays qui métisse le plus et le plus vite dans le monde. 27% des mariages français aujourd'hui sont des mariages mixtes. Donc en fait, tu vois, c'est presque la théorie du grand remplacement. Mais en gros, bah ouais, le grand remplacement, c'est pas un grand remplacement, mais c'est juste le métissage. Et le métissage, il existe. Donc en fait, moi, peut-être que je suis trop optimiste, vous allez me dire, mais j'ai l'impression que c'est la roue du changement avance et rien peut aller contre cette roue. Elle est trop puissante, elle est trop... Même si elle est lente, elle avance, quoi. Bah, t'es très optimiste. Moi, j'ai l'impression de vivre les mêmes problèmes que mon père vivait il y a 30 ans en France, lorsqu'il était boxeur et qu'il rentre dans une salle, boxeur professionnel, et qu'il entend salle arabe et qu'il décide de faire abstraction de ça et de continuer le combat et de gagner la foule par la suite. J'ai l'impression de vivre les mêmes problématiques. Devoir se battre encore, ouais. D'être confronté en fait à un racisme ordinaire, un racisme institutionnel. J'ai l'impression d'être confronté à ça et de devoir me justifier d'être français d'une autre façon. Ça, c'est assez complexe. On posait les mêmes questions à mes parents, on me pose encore les mêmes questions et j'ai pas l'impression qu'on va laisser tranquille mes enfants qui sont franco-algériens, laotiens. J'ai l'impression qu'on va leur demander de tous les côtés de se raccorder vite à une tradition. Parce qu'on parle d'identité française, etc. Mais il y a aussi des pressions de systèmes traditionnalistes qui peuvent venir d'Afrique du Nord, qui peuvent venir d'Asie et qui mettent des pressions aussi. Choisissez votre camp. Choisissez votre camp. Là, il y a un rejet chez vous. Il y a un rejet sur le territoire français. Venez, choisissez votre camp. De toute façon, on a une époque où on a du mal avec la nuance, donc la complexité, c'est un truc qui ne paye pas aujourd'hui. Move te donne la parole. Tu veux donner ton avis? Réagis sur Snapchat, Move Radio et Instagram Move. Des débatteurs. Move. T'es avec nous jusqu'à 20h avant que Sofran vienne foutre le bordel comme tous les soirs. Ce sera demain chez Sofran d'ailleurs aussi, si j'ai bien capté. Encore une fois, Médine est chez lui, semaine de chez Médine. Chez Move. On parle d'identité. L'identité, c'est une notion complexe. Ça mélange plein de critères, des critères objectifs, la nationalité, le droit, la géographie, des critères subjectifs aussi. Le sentiment d'appartenance au nom, la fierté, la honte, le regard qu'on porte sur l'histoire personnelle et familiale. Et on en parle donc à l'occasion, Médine, de la sortie de Made in France, ton dernier album qui sort jeudi à minuit. Mélissa, 32 ans de Marseille, est avec nous. Bienvenue sur Move, Mélissa. Salut Mélissa. Salut. Merci à tous de m'accueillir. Bah, avec plaisir. Tu sais que c'est le service public, t'es chez toi ici. Hein, donc, ouais, c'est gentil, merci. Toi, tu dis que c'est le rôle de notre génération de faire le taf. Mais tout à fait. Moi, je suis passionnée d'histoire et c'est vrai que c'est assez frais. Hein. Au final, ça remonte à 50, 60 ans, le fait d'être arrivé en France, d'avoir vécu l'immigration, etc. Nous, malheureusement pour nous, notre génération, on est la génération bâtarde et on essuie un petit peu ce qui s'est passé les 50 dernières années. Et je pense que ce sera beaucoup plus facile pour les générations à venir, pour nos enfants, nos petits-enfants. Donc malheureusement pour nous, c'est tombé sur nous. Mais on fait le taf et voilà, c'est un challenge pour nous. Moi aujourd'hui, j'ai fait des études grâce à la France et grâce à la République. J'ai un très bon travail. Je me sens tout à fait intégrée, même si parfois on me rappelle que je ne suis pas chez moi. Mais au final, peu m'importe, parce qu'aujourd'hui, je suis en France, je paye mes impôts et mes enfants seront français. Donc après, c'est... Mais en vrai, moi, Mélissa, il y a un truc qui me dérange dans ce genre de discours, de mettre la pression sur cette génération-là. C'est comme si on invisibilisait tout ce que nos darons, ils avaient fait. Tu vois, c'est pas nous qui avons impulsé tous ces combats-là. Non, je pense que oui, tu as raison. Effectivement, les combats remontent à très longtemps. Ouais. Aujourd'hui, ils ne sont pas encore terminés. C'est juste ça, en fait. Nous, on continue le combat, mais je pense que le combat sera de moins en moins difficile au fur et à mesure du temps. Je pense que déjà, nous, le combat pour nous aujourd'hui, il est plutôt sur... c'est des thèmes sur la religion, sur effectivement la délinquance, etc. Nous, nos parents, leur combat, c'était juste de se faire accepter en tant que personne à part entière sur le territoire. Donc, c'était plus différent, quoi. Enfin, mais tu vois, c'est pas le même. Mélissa, dans ce que tu dis, moi, il y a un mot qui m'interpelle, c'est quand tu dis, grâce à la République, je suis intégré. On a l'impression que t'as un flingue sur la tempe et que t'as été prise en otage et que t'es en train de réciter un truc en disant... Non, mais tu vois, le mot, c'est les fameux mots intégration, assimilation. Est-ce que ça, c'est pas des mots à bannir, Médine, parce que c'est des trucs en fait qui font vraiment
c'est mélange-toi ou crève en fait, tu vois, il y a une forme de vivre ensemble, des trucs qui sonnent très creux, des mots valises qu'on a mis ici et là, qui sont des mots institutionnels uniquement pour donner des définitions un peu vaseuses pour brouiller les pistes, tu vois. Par exemple, la loi sur le séparatisme, il n'y a rien de pire en termes de néologisme pour encore à nouveau exclure les gens. Donc je crois qu'on ne prononce pas les bons termes, on n'attaque pas les bons combats encore une fois, mais c'est vrai que ça peut sonner très creux. Il faut parler de racisme systémique. Tu vois, les mots qui font mal. Il faut parler de contexte social, de violence sociale, de violence symbolique, de comment on arrive à trouver un dénominateur commun entre les populations issues de l'immigration, le reste de la population, les populations issues des quartiers populaires et le reste de la population. Comment on replogue toutes ces populations-là. C'est ça les vrais termes. Peut-être en regardant par le prisme de l'histoire en fait, tu vois. Il y a notamment, je trouve qu'il y a tout un mouvement qui s'est engagé aujourd'hui, mais qui passe par plein de trucs, qui passe par le rap, qui passe par la sociologie, où on se rend compte maintenant qu'en fait les quartiers populaires qu'on a appelés, qui ont eu dans l'histoire récente plein de mots, on les a appelés les banlieues, les HLM, les cités dortoirs, tu sais, comme tu parles de mots valises. Les grands ensembles, exactement. Tous ces trucs de la politique de la ville, et on se rend compte en fait aujourd'hui que ils font partie de l'histoire de France. Pourquoi ? Parce que dans les années 60, c'était, tu sais, on vantait justement le vivre ensemble, des quartiers ultra-modernes où il y avait des médecins de proximité. Petit à petit, il y a eu un abandon progressif de l'État. Bon, je vais pas refaire toute l'histoire, mais encore une fois, tout est parti de Lyon, 81. C'est vrai, tu vois, aux Minguettes, à Vénissieux, bon, un peu partout dans Lyon. Après, ça a gagné, comme souvent, Paris. Et après, évidemment, il y a eu des marqueurs, il y a des Bouna, on connaît les histoires. Mais en fait, tu vois, j'ai l'impression que la France se rend compte aujourd'hui que ces quartiers qu'elle a longtemps mis au banc, banlieue, c'est ça aussi, font partie de son histoire. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une bulle de positivité ce soir, mais qu'en fait, ça fait partie de l'histoire de France et la France commence à regarder cette histoire-là dans les yeux en se disant, c'est nous. Mais on n'a pas attendu en fait l'autorisation pour pouvoir. Bien sûr, mais banlieue influence Paname influence le monde. On n'a pas attendu l'autorisation. On est en train d'investir toutes les strates de cette société, aussi bien sur le plan culturel, linguistique. En fait, on demande pas l'autorisation, et ça me va très bien en fait dans le sens de l'histoire. Quand tu demandes l'autorisation, en général, tu ne l'obtiens jamais, ou alors très tardivement. Il y a des choses qui doivent s'imposer, et la culture populaire des quartiers s'impose dans toutes les strates de la société aujourd'hui, qu'on le veuille ou non. Il y aura des vrais changements. Mais c'est ce que je te dis, c'est qu'en fait, il y a un moment où en fait, là, tu vois, la France est obligée de regarder et de Elle n'a pas le choix. On accueille Yasser. Salut Yasser. Salut. Yasser, qu'est-ce que tu avais envie de nous dire, toi ? Alors, personnellement, déjà, bonjour à tous, bonjour à toi, Medine aussi. Salut. Ce que j'ai envie de dire personnellement, c'est qu'il faut arrêter de parler de séparatisme, éviter de parler de tout ce qui nous sépare. Le problème, c'est lorsqu'on parle de séparatisme, comme il a si bien dit Medine tout à l'heure, c'est qu'on ouvre la porte à la haine, et la haine engrange la haine. Et ça n'arrange pas la chose, en fait, et ça va de pire en pire. C'est-à-dire, mettre de côté les gens qui méritent d'être aidés ou quelque chose comme ça ne sert strictement à rien. C'est plus stigmatisé. Voilà. Et pour toi, Yasser, c'est quoi T'as besoin de stigmatiser, en fait. Pardon, excuse-moi de t'avoir coupé. Et pour toi, Yasser, c'est quoi être français ? C'est quoi ta définition ? Pour moi, être français, c'est juste... La France, elle n'est pas née du sol et dire, ouais, voilà, je suis français pour être français. Non. Pour moi, la France, c'est un mélange. C'est un mélange de culture, c'est un mélange d'origine. C'est un mélange d'humain, quoi, tout simplement. Parce qu'il n'y a plus de français pure souche à l'heure actuelle, même de base. De toute façon, ça veut rien dire, français pure souche. Il n'y a jamais. Enfin, tu vois, si tu raisonnes en pure souche, à la base, on vient tous du poisson, quoi. Tu vois, donc. Exactement. On vient tous, à la base, si on parle vraiment de base, on vient tous du même père. J'ai fait un peu raccourci, j'avoue. Mais bon. Voilà, c'est ça. On vient tous du même père qui est Adam. Donc, et de la même mère qui est Ève. Donc pour moi, il n'y a pas de pure souche, on est tous les enfants du monde. Peu importe qui on est, peu importe ce qu'on est, peu importe, il suffit aussi de savoir vivre avec son passé. Accepter son passé, c'est aussi accepter les erreurs et les avancées qu'on a eues. Si on accepte son passé, c'est pour avoir un meilleur futur par la suite. Tout simplement. Donc pour moi, être français, c'est juste accepter qui on est, accepter ce que l'on a fait, accepter ce qu'on a dû faire,
Et par la même occasion, faire rappeler à la génération future que faut pas reproduire les mêmes erreurs. Ouais, c'est de la transmission, quoi. Ouais, j'ai une petite question pour Made in. Tout à l'heure, on a écouté Made in France et tu dis, je sais pas si je dois militer ou au contraire me limiter. Pourquoi tu dis ça? Est-ce que tu as peur de plus être légitime ou en tout cas de prendre peut-être trop de place ou de, je sais pas. Prendre position dans l'époque de la cancel culture, c'est périlleux. C'est compliqué en fait. Dès que tu évoques un positionnement ou un autre, tu clives. Tu es tout de suite clivant. Et du coup, je me questionne moi sur mes prises de parole, sur certains de mes engagements. Est-ce que là, je vais pas nuire à ma propre personne, à mon propre entourage? Est-ce que je vais pas cliver encore autour de moi au risque de perdre des amis, des membres de ma famille qui vont être en désaccord avec moi? C'est un risque à prendre en fait. Il y a la tranquillité, il y a les combats à mener. C'est une question très complexe, je pense, à laquelle tout le monde est confronté. Et on va finir là-dessus parce que le temps a passé à tes côtés, Made in, extrêmement vite. Non, mais tu vois, parce que là, je vais tirer une énorme balle dans le débat. Je préfère le faire à la fin qu'au début. Mais au final, est-ce que ce débat, il sert vraiment à quelque chose? Non, mais tu vois, allez, salut. Il y a quand même une pression écologique de malade. On le rappelle assez régulièrement à ce micro. La planète brûle. Est-ce que vraiment la priorité, c'est de savoir qui a un mot français, qu'est-ce que c'est qu'être français, qui a un mauvais français? Non, mais tu vois, même au-delà même de l'anecdote, parce que c'est aussi des parcours de vie personnels, et voilà, mais est-ce qu'on n'est pas arrivé à un stade où il faut penser au-delà de ces échelles-là et se dire, bon, bah là, le taf est ailleurs, tu vois? En fait, moi, je réagis, encore une fois, parce que je suis assigné constamment à des identités et on me ramène toujours à ma condition de musulman, de mec de quartier, de personnes issues de l'immigration algérienne. On me ramène constamment à ça et on me questionne sur ça. Dans le débat public, dans les médias, dans certaines salles de concert qui n'autorisent pas que je vienne à jouir de ma liberté d'expression totale. Je rencontre de l'adversité sur toutes ces questions-là et donc je suis obligé à un moment de m'arrêter et de malgré l'adversité, continuer à m'enraciner dans le pays dans lequel j'ai grandi, que j'aime, dans lequel j'ai ma famille, dans lequel je veux construire. Malgré l'adversité, en fait, je veux montrer que je m'enracine tout de même. Donc, que je le veuille ou non, ce débat s'impose à moi. Et ce débat s'impose malheureusement à toutes les personnes racisées et à qui on demande d'être français d'une seule façon et non pas français avec la porte d'entrée qu'ils auraient choisi pour eux-mêmes. Et t'en as fait un album qui s'appelle Made in France et qui sort jeudi à minuit. Merci beaucoup Made in d'avoir été avec nous. Plaisir. On finit toujours l'émission avec un petit son. Tu sais, comme dans une disserte, à la fin, tu mets une citation. Ce soir, ça va te plaire, c'est une citation de Rosset. Moi j'ai des pays cassés, ce ne sont pas des prothèses liées par parenté, je ne peux les mettre entre parenthèses. Et personne n'a à me dire le pied sur lequel je danse, qu'elle m'accepte comme être multiple et je chanterai la France. Du lundi au vendredi, t'es batteur. Tu as des choses à dire, Rejoins-nous. Ce franc arrive dans une minute, bougez pas, mais Made in, on va te couper le micro parce que c'est pas ce soir que t'es avec lui, c'est demain que tu seras dans MRC. Attends, je peux dire un truc sur Rosset? Mais bien sûr. Mais inviter Rosset pour parler de ça. Son père, c'est Adolfo Kaminski, qui a falsifié les papiers pendant la Seconde Guerre mondiale pour naturaliser les Juifs qui étaient en péril, qui étaient en proie à l'armée nazie. Et il a donné sa vie pour falsifier et donner la nationalité à d'autres personnes, alors que lui n'était même pas français. On lui a donné la nationalité française que très tardivement. Et je trouve que son histoire, je pense, aurait plié le débat d'aujourd'hui. Eh ben, on va le refaire avec Rosset, il n'y a pas de souci. On dit à très vite, Made in.